je m'appelle Jean-Baptiste Aubin et je suis enseignant-chercheur à l'INSA Lyon. Comme le nom de mon métier l'indique, je suis à moitié enseignant, donc j'ai des classes dans cette école d'ingénieurs et je suis à moitié chercheur et je m'occupe de modes de scrutin basés, disons, d'un point de vue statistique et mathématique. Non. La moyenne n'est pas toujours représentative, dans le sens où, quand on fait une moyenne, on fait un résumé des données dont on dispose. Et par exemple, je suppose que tout le monde, enfin tous les petits Français et les petites Françaises, font leur moyenne, par exemple, en français quand ils sont au collège. Et on sait tous très bien, et toutes très bien, que quand on a 10 de moyenne dans une matière, on n'a pas toute l'information, parce qu'on ne sait pas si on a eu tout le temps plus ou moins 10 pendant tout le trimestre, ou si à certains moments on a eu 20 et d'autres on a eu 0. Et donc il manque une information capitale qui est la dispersion autour de la moyenne. Oui, ça peut être trompeur en effet, et on peut même suspecter certaines personnes qui présentent des données d'utiliser cette méthode pour amplifier des variations, faire comme un zoom autour des histogrammes, le haut des histogrammes, pour pouvoir amplifier des variations qui seraient à leur bénéfice. Et donc, une méthode qui est rigoureuse, c'est de toujours faire apparaître l'origine, donc le bas des barres des histogrammes, de manière à ce qu'on ait une vision plus juste de ce qui se passe. Oui et non. C'est-à-dire que, évidemment, les données, quand elles sont recueillies de façon sérieuse, elles sont ce qu'elles sont, et en théorie, on ne peut pas leur faire dire ce qu'on veut. Cependant, il existe des cas où on ne va pas exactement les traiter d'une façon analogue. Il existe deux manières, par exemple, de les traiter qui vont donner des résultats complémentaires et qui, quelquefois, peuvent sembler contradictoires. Donc, dans ce sens, quand on ne maîtrise pas bien la méthode qui a été utilisée pour traiter les données, eh bien, il peut sembler que oui, on fasse dire ce qu'on veut aux données, même si ce n'est pas exactement le cas. Oui, parfaitement. La précision d'un sondage, elle va dépendre que du nombre de personnes qu'on interroge, et ce, même si la population totale, elle est 100 fois ou 1 million de fois plus grande que l'échantillon qui est testé. Ce qui est un peu contre-intuitif, mais qui pourtant se vérifie dans la théorie des sondages. Vrai et faux. Ça dépend du contexte. Dans 99% des cas, un sondage, ce sera scientifique. Pourquoi ? Parce qu'il sera utilisé, par exemple, dans l'industrie, pour tester, par exemple, la qualité de pièces qui ont été créées. Et dans ces cas-là, on sait très bien que si, par exemple, on teste une centaine de pièces, eh bien, on pourra avoir une idée très précise de la qualité de l'entièreté de la production. Maintenant, ce cadre, il est caché la plupart du temps, et le grand public n'en entend pas parler, et il entend parler plutôt du 1% des sondages, qui sont des sondages d'opinion, et qui là prêtent beaucoup plus à controverse, parce que les instituts de sondage, bien souvent, redressent les données brutes, c'est-à-dire les données qui ont été recueillies auprès des sondés, et tiennent secrets, donc c'est ces redressements, et donc on n'a pas accès en tant que grand public ou même chercheur à la façon dont ont été calculés les pourcentages que nous donnent ces instituts de sondage. Et même sans les soupçonner de malhonnêteté, le fait que ces sondages soient bien souvent commandés par des partis politiques ou des groupes de pression, des gens qui ont vraiment intérêt à ce que le sondage ait plutôt une orientation qu'une autre, eh bien ça fait que dans ce cadre-là, personnellement, je ne prends pas ces sondages comme des outils qui sont des outils scientifiques. Non. Hélas, il n'existe pas de recette miracle pour être sûr qu'on ne se fait pas manipuler. Et j'ai beau être statisticien et m'intéresser à ces problèmes depuis de longues années, et moi-même, je ne suis pas sûr que je suis totalement immunisé contre ces problèmes de manipulation. Et il est même très très probable
que les biais cognitifs dont nous sommes tous sujets, j'allais dire, eh bien, m'amènent à des conclusions erronées de temps en temps. La seule chose dont on pourrait sur lequel on pourrait essayer de jouer, ce serait d'essayer toujours de se demander, lorsque j'ai une information qui m'est donnée, qui parle, comment est-ce que cette information a été, ou ce nombre a été construit, et essayer de se replacer dans un contexte et de vérifier nos sources. Oui, c'est facile d'extrapoler, cependant, il y a beaucoup de cas où ça nous amène à des erreurs terribles. Et je repense notamment à cet article qui a été publié dans Nature, qui est une grande revue scientifique, qui reprenait tous les records, les temps aux 100 mètres qui avaient été faits lors des Jeux Olympiques précédents. Et évidemment, on s'aperçoit que ces temps, ils sont de plus en plus courts. Les gens vont de plus en plus vite pour faire 100 mètres. Et donc, ils avaient extrapolé, dans le futur, l'évolution de ces temps à long terme. Et ils s'étaient rendu compte qu'en 2250, les femmes courraient plus vite que les hommes. Ils n'avaient pas été jusqu'au bout de leur raisonnement, parce que s'ils avaient été au bout, ils se seraient rendus compte que, au bout d'un moment, les gens auraient mis 0 seconde pour faire le 100 mètres. Ici, clairement, le modèle linéaire qu'ils avaient supposé vrai, et qu'il était peut-être pour le XXe siècle, très vraisemblablement, il allait se heurter à des limites physiologiques qui feraient que cette droite, il ne fallait pas la prolonger. En d'autres termes, il n'y a rien de plus dur à prédire que le futur, et que des fois, il faut vraiment être très prudent quand on veut faire des prévisions dans le temps.